Et en termes de l'une de tes casquettes qui est forcément indéniable à l'heure qu'il est, t'es l'un des boss de Ares, t'es le boss de Ares. On est au 10e qui arrive. C'est quoi la clé du succès d'Ares? La clé du succès, c'est qu'il n'y a pas véritablement de boss sur Ares. Je suis le président de la ligue, le président et le fondateur de la plus grande ligue des MMA en France qui est Ares. Mais cependant, je suis qu'un petit maillon d'une grosse chaîne de personnes qui travaillent. Tout le monde. Je suis ici parce qu'il y a ma collègue Kaina qui a organisé son rendez-vous. C'est notre attachée de presse, elle est hyper efficace, elle sait ce qu'elle fait et très compétente. Je suis ici parce qu'il y a des collègues comme Guillaume, comme Camille, qui sont dans l'opérationnel, qui ont bossé longtemps chez Vivendi sur les organisations du Tour de France, du rallye, du Paris-Dakar, de la boxe en Afrique, de la boxe en Europe. Enfin, ce sont des personnes très cadrées qui m'aident, qui organisent pas mal de choses et qui gardent tout dans un cadre. Je suis ici parce qu'on a un service juridique très bon avec Elie. Je suis ici parce qu'on a Benjamin Safati, qui est le CEO d'Ares et tout, qui m'aide beaucoup. Enfin, le secret d'Ares, c'est ça. C'est une équipe. Une équipe de fous furieux. De bosseurs. C'est des vrais acharnes de boulot, tout le monde, y compris des personnes, des personnalités comme Cyril Gann, qui est un ambassadeur d'Ares. Dans le monde. Voilà, qui est un ambassadeur du MMA dans le monde, mais qui est notre ambassadeur puisqu'il est l'un des premiers investisseurs qui a cru en Ares et qui a mis les billes sur Ares. Franck Gastambide aussi, très grand ambassadeur du MMA, qu'on connaît sur le côté réalisateur. Mais ce sont ces personnes-là qui ont cru tout de suite à Ares, avant même qu'il y ait d'autres investisseurs qui arrivent purement pour le côté business de la chose. Il y a ces investisseurs d'amour-là qui font un vrai boulot d'éducation et d'évangélisation des personnes sur le MMA. Et donc, c'est cette équipe-là qui fait qu'on tienne la route. C'est pas moi. Mais tu as quand même cette casquette aussi de manager, d'entraîneur. Tu as été dans le succès des gros mecs du MMA qu'on connaît, que tout un chacun connaît, comme Cyril Gann ou encore Francis Ngannou. Comment ça s'est passé justement? Comment tu les as repérés? Comment ça s'est passé tes rencontres avec les deux? Comment ça s'est passé? La provision, la nature. Je pense que je suis quelqu'un de béni. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu sur mon chemin des personnes avec un ADN particulier, une structuration physique et puis c'est rare. Une intelligence de jeu. Voilà, c'est rare de pouvoir avoir des personnes qui arrivent tout simplement à ta salle, comme Francis, j'étais chez moi et puis j'ai un coup de fil, j'ai un texto de la part de Vincent Trébarol, l'ami dont je parlais, avec lequel on avait fondé au départ le MMA Factory, qui me dit, il y a un mec qui est arrivé à la salle et il veut faire partie de la fiche zéro. Il n'a pas des sous pour payer. Et j'ai créé une fiche, un truc qu'on appelle une fiche zéro, c'est la fiche des personnes qui arrivent et qui vont avoir une fiche d'inscription, mais pour 0 €. Et puis, ils ont accès à la salle. C'est un peu le côté RSE de MMA Factory. C'est-à-dire qu'il y a des personnes quand on détecte qu'elles sont en précarité profonde, on va mettre en place un système pour qu'elles puissent quand même bénéficier du sport, même si elles ne peuvent pas se le payer. Et donc, celui qui décidait des fiches zéro, c'est moi qui validais si oui ou non la personne. Et donc, il me dit, bon, voilà, il y a un mec qui est là, je pense que tu devrais le rencontrer. Je lui ai dit que c'est possible s'il n'a pas des sous, mais qu'il faut que je voir. Donc, le lendemain, je le rencontre et tout. Et puis voilà, je le mets sur la fiche zéro. Il reçoit un pactage avec des frames, du matériel d'entraînement, tout ce qu'il faut. Il est SDF à l'époque. Mais il va devenir très rapidement un champion et aujourd'hui c'est le champion du monde des MMA en titre qui vit à Las Vegas, qui s'entraîne à Las Vegas et qui est devenu la face du monde des poids lourds des MMA. Et avec Cyril, comment ça s'est passé? Et avec Cyril, c'est un peu pareil, on est à l'entraînement et puis il y a un ami à moi, Alexandre, qui arrive, c'est un restaurateur qui a des très bons restos où on mange très bien et qui arrive et qui me dit je t'ai parlé d'un petit qui voulait s'entraîner avec toi, faire des sparring, parce que ce jeune homme-là, il venait du Muay Thai. Et donc, il a envie de faire du sport, il veut s'entraîner avec nous, il va
il va me raconter une anecdote derrière qui fait que je ne calcule pas ce qu'il dit. Je sais pas pourquoi. Je suis pas très sérieux quand il me parle. Parce qu'il me dit qu'il va affronter Briskidon. Et Briskidon, à l'époque, c'est un tueur à gages. C'est un mec à Muay Thai. Il tue tout le monde. C'est un coupeur de tête, quoi. Enfin, il a une grosse expérience. Il est connu. Je le connais, en tout cas. Et Cyril Gane, je ne le connais pas. Et il me dit, la semaine prochaine, j'affronte Briskidon. Je me dis, bon, les deux choses. Où il va se faire tuer, il n'est pas au courant. Ou c'est un grand mytho, il a inventé un mytho, mais il ne va pas affronter Briskidon. Je ne suis pas au courant, en tout cas. Puis, la semaine d'après, il va m'envoyer un bout du journal de la ville où il a fait le truc. Et puis, c'est marqué dessus. Cyril Gane bat Briskidon par coup de genou sauté. C'est qui ce mec? Et donc, à partir de là, il s'entraîne dans la salle et je vais aller checker sur Google. Ah, parce que là, tu t'es dit, ouf, qui est ce gars? Parce que je me dis, mais il a fait Photoshop ou quoi? C'est pas possible. Comment c'est possible? Et donc, du coup, je vais aller checker et je vois qu'il a quelque chose. Je vois qu'il a quelque chose. Il fait une espèce de boxe champagne où c'est pas très précis, c'est encore brouillon. Il va à la bagarre, notamment contre son combat contre Yacine Bouganem qui était déjà champion du monde. Mais je sens qu'il a un coup d'œil, un réflexe, il a un instinct, il est félin, il a un truc particulier. Du coup, je l'appelle et oui, je lui dis, tu fais quoi là? Il me dit, j'allais à l'entraînement. Je lui dis, est-ce que tu peux passer me voir et tout? Il passe me voir et puis on a une conversation très rapide. Je vais très vite. Des fois, c'est brutal comment je vais vite et je n'ai pas de temps à perdre. Je vais trop vite et des fois, c'est même trop. Il faut ralentir, sinon les gens... Parce que il me racontait un truc un jour, il me dit, mais à vrai dire, le King, tu sais qu'à vrai dire, je dois te fuir. Tu m'as parlé comme un gourou, frère. Je me suis dit, le gars, c'est un mytho, c'est pas possible, c'est un gourou. Parce qu'il est arrivé, et je lui dis, tu veux faire quoi de ta vie? Il me dit, j'ai envie de percer en Muay Thai, tu vois, j'espère que tu peux me mettre au Glory ou bien un truc comme ça. Le Glory, c'est la plus grosse ligue de sport, de kickboxing. Et moi, je lui dis, est-ce que tu penses que tu peux arrêter de faire le kickboxing pendant 1 an pour moi? Et il me dit, kickboxing, moi, j'ai pas de métier en ce moment. C'est le kickboxing qui me paye. Je lui dis, je n'ai pas les moyens de te payer. Je vais pas passer de midi à 14h. Je vais pas te payer pour que tu ne fasses pas le kickboxing. Mais j'ai besoin que tu sois concentré sur le MMA pendant 1 an. Si tu me donnes 1 an de ta vie, je te garantis que tu seras millionnaire. Et ça a été le cas. Et il me dit, ok, moi, je suis très admiratif. Si tu penses que moi, je peux devenir, je lui dis, je suis persuadé que dans 1 an, tu es à l'UFC et je suis sûr que dans 2 ans, tu es champion du monde de l'UFC. Et ça, c'est vérifié. Et ça, c'est allé plus vite que ça. En moins d'1 an, en 9 mois exactement, l'UFC, elle a demandé, il avait qu'un seul combat de MMA. En moins de 2 ans, il était champion intérimaire de l'UFC. Bravo, félicitations. J'ai rien d'autre à dire que félicitations. T'avais vu. Merci, mais encore, voir, c'est pas tout. Faut savoir coacher, il faut savoir accompagner. Voilà, coacher, c'est pas tout. C'est qu'il faut aussi tomber sur des personnes qui sont ont quand même des qualités. Ces 2 personnes-là ont des qualités particulières. Il n'y a que 7 milliards de personnes sur la planète et ces mecs-là sont au-dessus de la chaîne alimentaire physique. D'accord. C'est 2 personnes, avoir 2 personnes qui sortent du boulevard Pounassovski dans le 12e, qui arrivent au plus haut niveau du combat du MMA au monde. Le MMA étant le sport par excellence de sport de combat. C'est très compliqué d'avoir un sport plus complet que celui-là. On peut dire sans risque de se tromper qu'à main nue, ces 2 êtres humains sont probablement les hommes les plus forts du monde. Et ils viennent de la même salle, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de particulier. Effectivement, nous, on a le truc où on sait comment mettre un environnement parfait pour faire éclore les stars. On sait comment développer... ton talent? Voilà, on sait comment exposer le talent des personnes. On sait comment le Management Factory, qui est une société de management que j'ai créée avec Benjamin il y a déjà 6 ans, je crois, à ce côté-là où on sait comment prendre les raccourcis des carrières. Le même parcours avec des personnes même talentueuses aurait pu être chaotique. Je prends le cas de Zoumana Cissé. C'est un mec que j'admire beaucoup. C'est un jeune combattant qui a rencontré Francine Ngannou quand Francine Ngannou avait 29 ans. Zoumana Cissé avait 21 ans, je crois.
quand il a rencontré Francis Ngannou. Zoumana Cissé avait 7 combats et 0 défaite. Francis Ngannou avait 2 combats et 1 défaite. Zoumana Cissé l'a rencontré. Il a battu Francis Ngannou. C'est le seul mec qui a battu Francis Ngannou avant l'UFC. Zoumana Cissé, sa carrière s'est arrêtée. Il ne combat plus. On ne connaît pas. Il a disparu. Francis Ngannou, malgré cette défaite, malgré son âge avancé, est devenu une star. Ce n'est pas un hasard. On peut faire un hasard une fois, on ne peut pas le faire 2 fois. On ne peut pas avoir un Cyril qui vient de La Roche-sur-Yon, arrive sur Paris, commence à faire le Muay Thai, tombe dans une salle, et au hasard, il devient aussi champion du monde intérimaire. Il y a une recette. Il y a peut-être quelque chose. Ce n'est pas un hasard si Nassourdine Imavov, classé aujourd'hui 10e mondial à la catégorie 84 kg, est vu comme celui qui deviendra le champion du monde à 84 kg en 2023. Alors qu'il est arrivé à Paris venant de Marseille avec un palmarès de 1 victoire, 1 défaite, il y a encore moins de 5 ans. Et ce petit aujourd'hui, il est le combattant français le plus marquant après Cyril Gane. Dans la même salle, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a forcément... Il y a un environnement, il y a... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis que ouais. je ne vais pas faire la fausse modestie sur ce qui est de l'environnement et d'accompagner des personnes, de leur apporter une trajectoire facile pour arriver au haut niveau. Mais il faut aussi avouer qu'on est chanceux d'avoir ces personnes-là, ces individualités, ces singularités qui font confiance à notre système, qui viennent se présenter et qui deviennent champions par la suite. Et forcément, je te vois, t'es beaucoup sincère dans tes paroles. Mais t'as beaucoup été trahi, en soi. forcément, ça fait partie de ton histoire. On revient sur ton parcours. On est là, elle est violente. Bah, je suis obligé d'en parler. Ah, elle m'a brutalisé, je n'étais pas prêt. C'est normal, là, c'est mon ring. Toi, dans ton ring, peut-être que moi aussi, je serais traumatisé. Mais là, mon ring, oui, forcément, t'es sincère. Et quand on est sincère, souvent, on se fait souvent niquer. Sans employer d'autres mots. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, Génération est une radio de rap. Le milieu du rap, c'est un peu comme celui du sport. Du sport de manière générale. Il y a des labels, il y a des agences, il y a des plagiats, il y a des trahisons, il y a des amitiés, il y a des amours, il y a des dieux, il y a des featuring, il y a tout. On a la même chose sur le MMA. Effectivement, dans ma vie, j'ai eu quelques trahisons, mais ce que je retiens le plus, c'est beaucoup d'amour. Il y a de manière subtile, sans le voir autour de nous, beaucoup d'amour. Et il faut savoir le capter. Il ne faut pas laisser la tache blanche sur le papier blanc qui nous pèse et qui fait qu'on regarde dessus, on est concentré dessus. Ça m'a souvent bouffé. Il y a des boules de rancœur qui sont lourdes à porter et quand tu les traînes, si tu ne t'en délaisses pas... Ma mère me dit toujours que ça fait des maladies. Voilà, ça fait des maladies. Il faut s'en débarrasser, il faut laisser tomber. Et donc, oui, il y a eu des trahisons. Ces personnes-là, peut-être, elles ne sont pas d'accord, elles ne trouvent pas que c'est une trahison. Peut-être moi, il y a des personnes qui se sentent trahies par moi. De toute façon, tout est personnel, on est un. Voilà, c'est toujours... nos émotions. Il y a des singularités, on a une vision de la chose qui est... On voit notre prisme à nous. Et on sait qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Je ne suis pas certain que j'ai eu raison sur pas mal de différences que je peux avoir avec des acteurs autour de moi. Mais toujours est-il que je veux préférer regarder le verre à moitié plein que de regarder la partie moitié vide. Et voilà, je me concentre. À relativiser en fait sur tout ce que tu as vécu, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Il y a des gens que t'aimes, il y a des gens qui te trahissent, et c'est comme ça. Tu ne peux pas... faire l'unanimité. Tu ne peux pas faire l'unanimité. Ça, c'est la première des choses. Et puis, Youssoupha disait, être l'ami de tout le monde... C'est être l'ami de personne. Oui, c'est ça. Être l'ami de tout le monde, c'est être l'ami de n'importe qui, finalement. Il faut pouvoir choisir ses amis aussi. On peut pas être parfait et avoir tout le monde comme ami.
je me méfie plutôt de ça. Des personnes qui sont archi parfaites et qui sont amies de tout le monde, je m'en méfie. Du coup, j'ai 2 petites dernières questions. Sans le MMA, que serait Fernand Lopez? Sans le MMA, non, juste, je serais certainement un éducateur sportif, puisque je l'étais déjà un peu avant le... Non, ok. Enlevons le côté... Je pense que ce qui a fait durer quand même le côté éducateur, c'est parce que je suis en amour avec le MMA. Si on enlève ça, je pense que simplement, je suis en électrotechnique. Je fais mon boulot, je suis ingénieur en électrotechnique, et puis je fais mon boulot tranquillement, et puis je suis un papa aimant. Je pense que c'est ma plus belle casquette. D'être papa? Ouais, je kiffe l'idée d'être papa. Je kiffe. Je pense qu'il n'y a pas un plaisir dans la vie Plus intéressant. qui dépasse celui de voir la fierté sur son enfant. C'est impossible. Je pense que quand tu fais un geste et que tu sens le sourire ou la fierté sur le regard de ton enfant, il n'y a pas mieux. C'est mort. Le reste, tu t'en tamponnes. Donc la casquette de papa, c'est ta meilleure casquette. Si on ne l'a pas vécu, on peut vous raconter ce qu'on dit, on peut vous dire comment c'est bien, on peut vous... mais être papa, c'est trop bien. Du coup, je sais pas, je suis une maman, donc je ne peux pas savoir ce que ça fait d'être papa. Mais c'est aussi bien être maman. Ah bah oui, mais c'est tout autre. On peut pas inverser les rôles. C'est pas. Et je me suis un peu renseigné sur toi. Tu t'appelles le King. Pourquoi? Je m'appelle pas le King. C'est dur à porter ça, le King. C'est ton entourage en tout cas qui t'appelle toujours le King, le King. Mes élèves ont commencé à me surnommer le King. Je ne sais pas pourquoi. Ça te dérange? C'est lourd à porter? Non, c'est pas. Enfin, quand c'est affectueux, quand ce n'est pas. Quand tu sais le départ de quelque chose, ça ne te gêne pas plus que ça. Les gens qui découvrent l'appellation le King. Ouais, ça fait genre ils ont l'impression que tu as une grosse tête. C'est pas possible, j'ai jamais vu un mégalo comme ça. Le gars se fait appeler carrément le King. Mais j'ai jamais revendiqué ça une seule fois, quoi. Je n'ai même pas le temps de le revendiquer. Parce que chez nous, dans les salles, ce qui se passe, c'est que bon gamin, il ne vient pas à la salle, il s'appelle bon gamin. On constate que le gars, c'est un bon gamin. Du jour au lendemain, on cherche des surnoms. Je vais même jusqu'à l'appeler Babyface à un moment donné. Et puis on dit, mais pourquoi on se prend la tête avec l'anglicisme et tout? En réalité, tu as un tatouage sur sa cuisse qui est bon gamin. Pourquoi tu as un tatouage? Il dit, mais non, c'est ma bande de potes quand on était petits, on s'appelait bon gamin. Bah, je dis, ok, on va t'appeler bon gamin. Et puis, je vais jusqu'à lui demander, est-ce que tu peux voir avec tes potes s'ils peuvent te céder la marque de bon gamin? Mais c'est ça un surnom. Moi, à ma position, le King, ça me tombe dessus par un de mes élèves qui s'appelle Commandé. C'est lui qui, la première fois de ma vie, dit le King. Et je dis, c'est quoi ça? Il dit, mais non, le King, c'est obligé. T'es le King, c'est obligé. Vas-y, discute pas. Ensuite, le deuxième qui dit ça, c'est Taylor. Il dit, en vrai, on t'appelait papa, mais en fait, à vrai dire, son prénom, c'est le King. J'ai dit, mais non, les gars, arrêtez, ça va me coller à la peau. Mais non, le King, c'est fini. Donc, ce qui arrive après, genre, Taylor, comme ce sont des anciens de la salle, quand Cyril Gann arrive à la salle, ou Nassoudine, machin, on m'appelle déjà le King, c'est fini. Ouais. C'est que c'est fini, c'est déjà là, c'est installé, c'est institutionnel, tu peux pas bouger ça, quoi. Enfin, tu t'appelles le King, et puis voilà. C'est gênant si c'est en mode, je veux me la péter. Ouais. J'ai un ami qui est très gentil, Nicolas Salut, et qui m'a offert une centaine de stylos. Pourquoi? Une centaine de stylos avec marqué le King, peut-être, non? C'est ça. Ok. Et donc, les stylos, j'ai dit, mais déjà, on me traite de mégalo, frère. Comment tu veux que je vais offrir? Après, tu sors ton stylo qui s'appelle King. Parce qu'il y a le stylo, il a le King dessus, il a le numéro de téléphone. Je dis, oui, je comprends, c'est une carte de visite. Mais imagine le mec qui reçoit ça, qui ne connaît pas l'histoire. Lui, il reçoit le stylo, il se dit, oh, comment il se la pète, il a carrément fait des stylos le King. Tu vois ce que je veux dire? Et ben voilà, j'ai beaucoup ça autour de moi. J'ai aussi un ami qui m'a offert des t-shirts marqués Fernand Lopez, le King, MMA Factory.
Je dis, bon, je pense que tu ne comptais pas que je vais le mettre, ça. Il me dit, mais non, c'est pour toi. Je dis, mais comment tu veux que je porte 30 t-shirts marqués Looking Fernand Lopez? Enfin, ouais, ça fait vraiment, je me fais découper, quoi. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Mais il me dit, bon, fais-en ce que tu veux, on s'en fout ce que les gens pensent. Non, après, ça c'est vrai, mais comme tu as ce côté public, je peux comprendre que tu n'as pas envie qu'on pense que justement tu es comme ça. C'est dur parce que tu peux pas convaincre les gens. Moi, j'ai vraiment... J'ai une amie à ma compagne, réalisatrice de cinéma. Salut Abby, si tu m'écoutes. Elle fait du très bon cinéma, enfin, de la bonne qualité du cinéma africain, de bonne qualité. Et elle me dit, j'ai absolument envie d'écrire ton histoire. J'ai envie de faire un movie sur toi. Donc là, tu viens de me lâcher une exclue, là. Il y a peut-être quelque chose qui arrive sur toi. Peut-être. Et donc, elle dit, ce que je suis curieux de mettre en place, c'est ta vraie vie. Ta vie, ta vraie. C'est exactement ce que j'essaye de faire parce que j'ai vu plein d'interviews, j'ai vu plein de choses sur toi. Elle me dit, ce qu'on voit là sur toi, ouais, si les gens savaient combien de fois ce n'est pas toi, qui t'es en réalité, comment t'es gentil, exactement. Comment t'es machin, t'as une image tellement sulfureuse, tellement hardcore. Et en réalité, nous qui te connaissons au fond, quand on voit ça, j'ai absolument envie il faut. Je l'encourage. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que c'est bien de savoir où on est, enfin, d'où on part, de se recentrer, de se rappeler toujours ce qu'on est, d'avoir les pieds sur terre. Et puis, le reste, c'est du cinéma. On fait ce qu'on fait pour travailler en avance. C'est une belle façon de finir cette interview. Merci à toi. Merci Ornella, merci à Génération, merci de suivre. Merci à toi, à bientôt. Génération Hip Hop Soul Radio.